Bonjour, je m'appelle Charline, j'ai 18 ans, je suis ivoirienne et congolaise, et voici mon témoignage. Depuis toute petite, j'ai vécu avec ma mère et j'ai été séparée de mon père. Ils se sont séparés avant même ma naissance, alors je voyais très peu mon père. Ma mère ne voulait pas que je le voie, et c'est ainsi que j'ai passé ma vie, ne le rencontrant peut-être qu'une fois tous les 2 ans, voire restant 5 ans sans le voir. Toute mon enfance s'est déroulée auprès de ma mère. Ce fut une enfance difficile, car dès mon plus jeune âge, j'ai subi des mauvais traitements de la part de ma mère, aussi bien physiques que psychologiques. Elle me frappait avec ses poings ou avec tout ce qu'elle avait sous la main. Des chaussures, des chargeurs, n'importe quel objet. Je ne comprenais pas pourquoi elle me frappait, mais je gardais le silence. Nous avons déménagé de nombreuses fois, vraiment beaucoup. Et ce qui me surprenait, c'était que nos voisins savaient ce qui se passait à la maison, mais personne n'osait faire quoi que ce soit pour moi. J'avais toujours l'espoir que quelqu'un ait le courage de parler en mon nom, mais cela n'arrivait jamais, sauf une fois, quand j'avais environ 9 ans. Nous vivions à Drancy, au 1er étage, et les voisins du rez-de-chaussée ont appelé un numéro pour signaler des mauvais traitements. Nous avons organisé une réunion, et avant même d'y aller, ma mère savait déjà pourquoi. Elle m'a dit « Ma fille, tu ne voudrais pas voir ta mère en prison, alors ne leur dis pas ce qui se passe à la maison. » Et malgré tout ce qui se passait, j'aimais encore ma mère, alors j'ai décidé de me taire. Lors de cette réunion, personne ne m'a demandé ce qui se passait. Ils ont seulement parlé à ma mère, elle a dit ce qu'elle voulait, et rien n'a changé. J'ai 2 frères et avec l'un d'eux, mon petit frère, il y avait une certaine rivalité. Nous avons 8 ans de différence, et il était le préféré de la maison, le plus jeune, donc il avait plus de privilèges. Il y avait beaucoup de compétition entre nous, surtout entre lui et moi. Ma mère nous comparait sans arrêt, même quand ce n'était pas nécessaire, ce qui me blessait profondément. En plus de cela, je faisais face à des difficultés à l'école, où je souffrais également. Je n'aimais pas l'admettre, mais j'étais constamment harcelée, et je ne comprenais pas pourquoi on ne m'aimait pas. J'étais toujours seule, isolée, et cela me faisait énormément de mal. J'espérais un peu de soutien de ma famille, mais même à la maison, les choses étaient très compliquées. En outre, je souffre d'anémie falciforme, ce qui signifie que j'ai besoin d'un suivi médical fréquent à l'hôpital pour surveiller ma condition. En raison de cette maladie, ma mère aurait dû s'occuper de moi, car je suis plus fragile à cause de mon état. Mais même en sachant que j'avais cette pathologie, ma mère continuait à me battre. J'ai appris à ne pas dire aux gens proches que j'étais malade, car comme je vivais seule avec ma mère, chaque fois que je tombais malade, c'était elle qu'il fallait appeler. Elle devait quitter son travail pour venir me chercher et m'emmener aux urgences, car quand je tombe malade, c'est une situation d'urgence. Je sentais que cela l'agaçait. Et même quand j'étais très malade, vraiment très malade, ma mère se mettait en colère contre moi, au point de presque me frapper. Quand j'étais en école primaire, j'ai commencé à avoir des pensées de suicide. Les choses étaient vraiment difficiles. Je prenais les médicaments pour l'anémie falciforme, qui étaient très puissants, ainsi que les comprimés qu'on me donnait lors des crises, qui étaient également très forts. J'espérais que ce serait comme dans les films, où l'on prend les médicaments, on commence à faire de la mousse par la bouche, et voilà, on en finit avec sa vie paisiblement. Je voulais juste partir en paix, car la vie n'était plus supportable. J'ai tout essayé. Je me scarifiais, et je pensais aux personnes autour de moi qui avaient mis fin à leur jour. Je me disais, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Ces personnes sont parties en paix. C'étaient des gens qui ne pouvaient plus supporter leur souffrance, des personnes harcelées qui n'avaient aucun soutien. Alors pourquoi devrais-je supporter tout ça ? Tout ce que je vivais à la maison ? Quand j'étais au collège, nous habitions au 5e étage, et il y avait une sorte de rebord qui ne servait à rien. Parfois, je montais dessus et je restais là, regardant le vide. Je me tenais debout sur cette pierre et je pensais « Charline, saute, Charline, saute. Allez, tu n'as aucun soutien de ta famille te maltraite. Tes soi-disant amis ne t'aiment pas non plus, à l'école on te fait du mal, personne n'est là pour toi. Saute, c'est tout ce qu'il te reste. Allez, saute. »
mais je n'ai jamais eu le courage de vraiment sauter. Même si ces pensées ne quittaient jamais mon esprit, elles étaient constamment là. Parfois, après avoir été agressée, je disais à ma mère en pleurant « Je vais tout arrêter, tu verras ». Et sa réponse était « Vas-y, fais-le ». Quand j'avais 12 ou 13 ans, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, comme nous le faisions chaque année. Un soir, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait personne à la maison. Ni mon beau-père, ni mes frères. J'étais seule avec ma mère. J'étais dans ma chambre, en train de dormir. Tout à coup, ma mère me réveille et me dit « Ne bouge pas ». Elle avait quelque chose à la main et c'était du piment. Elle m'a dit « Ne crie pas, sinon je ferai pire ». Et puis elle a frotté le piment sur tout mon corps, sur mon visage, sur mes parties intimes. J'avais 12 ou 13 ans, je hurlais, mais elle a mis un oreiller sur ma tête et a dit « Si tu cries, je vais te laisser comme ça ». À un moment, elle a décidé de me laisser tranquille, mais c'était une expérience traumatisante. Quand elle a fini, elle m'a dit que je pouvais aller à la douche. En sortant de ma chambre, il y avait tout de suite un escalier à côté de la porte de la salle de bain. L'espace était très étroit. Une fois, mon petit frère avait glissé dans ces escaliers et s'était ouvert le front, c'était vraiment grave. Quand ma mère m'a lâchée, j'avais encore du piment sur la tête. Je voyais à peine et tout ce que je voulais, c'était me laver. Malgré cela, elle m'a laissé aller, sachant très bien que je pouvais facilement tomber dans ces escaliers. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver, mais j'ai réussi à atteindre la salle de bain et à enlever tout ce piment de mon corps. C'était très difficile, la sensation de brûlure persistait et c'était insupportable. Après cet épisode, je ne voulais plus parler à ma mère, mais comme j'étais jeune, elle me manipulait toujours. Elle me blessait, puis elle m'offrait un cadeau, essayant de montrer qu'elle m'aimait, avant de redevenir cruelle. C'était toujours comme ça. Je me sentais vraiment abandonnée. Il est important de dire que mon père est chrétien et que ma mère était musulmane. Je fréquentais donc la mosquée, mais je me sentais toujours seule, comme si j'étais constamment abandonnée. Quand la pandémie est arrivée, ma mère, qui travaillait comme barmaid dans un restaurant, passait plus de temps à la maison car les restaurants fermaient. C'était ma plus grande peur, car chaque fois que nous étions ensemble à la maison, les choses se passaient mal. Avant chaque discours du président, je priais pour qu'il n'annonce pas la fermeture des restaurants, parce que je ne voulais pas rester seule avec ma mère. J'étais même soulagée lorsque les restaurants restaient ouverts et qu'elle pouvait aller travailler. Ainsi, nous n'avions pas à rester seuls à la maison. Mais avec le temps, les restaurants ont fini par fermer, et ma mère est restée de plus en plus à la maison. C'était horrible. Je subissais des agressions constamment, sans aucune raison, comme si cela lui procurait du plaisir. J'étais frappée comme une balle de football, avec des coups de pied et des coups de poing. Chaque soir, je mettais plusieurs couches de vêtements pour essayer d'atténuer la douleur des coups. Notre famille était très désunie, et ma mère nous empêchait de maintenir des contacts avec d'autres membres de la famille. Je pensais qu'elle faisait cela parce qu'elle savait qu'elle avait tort, qu'elle ne voulait pas que les autres sachent comment nous vivions, à quoi ressemblait notre quotidien à la maison. Pour essayer de gérer tout cela et éviter de commettre quelque chose d'irréparable, j'ai commencé à écrire dans un journal. J'avais trouvé un cahier que j'utilisais pour me confier sur tout ce qui se passait à la maison. Je ne mâchais pas mes mots. Si je devais l'appeler sorcière ou dire que je ne l'aimais pas, je l'écrivais. Je couchais sur le papier tout ce que je ressentais, que ce soit à propos de ma mère ou de mon petit frère. Les paroles blessantes qu'il prononçait, les agressions que je subissais, tout était consigné. Un jour, mon grand frère, qui a 2 ans de plus que moi, a trouvé mon journal. Par pure méchanceté, il a pris ce cahier et l'a donné à ma mère. Quand il est venu dans le salon, là où j'étais, il avait un sourire que je ne comprenais pas. Peu après, ma mère est apparue, visiblement très en colère, et elle m'a dit que mon frère allait fouiller ma chambre de fond en comble et que je devais rester là, sans bouger. À ce moment-là, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle trouverait mon téléphone et j'avais complètement oublié le cahier. J'avais l'habitude de cacher mon journal parmi d'autres cahiers, donc je n'avais pas peur qu'elle le découvre. Ma plus grande inquiétude était qu'elle trouve mon téléphone, mais même si elle le trouvait, ce ne serait pas si grave, car cela était déjà arrivé avant.
J'ai pensé à quitter la maison, mais ma mère avait l'habitude de nous enfermer et nous n'avions pas les clés pour sortir. J'étais piégée. Puis elle est revenue pour me dire qu'elle avait trouvé à la fois le cahier et le téléphone. J'étais choquée, me demandant « Comment a-t-elle pu trouver ça ?» Ma mère fouillait souvent dans mon armoire et mes vêtements, mais jamais dans mes cahiers. C'est alors que j'ai compris que mon frère avait réellement tout fouillé pour lui remettre ce cahier. Ma mère m'a dit qu'elle passerait toute la nuit à lire ce que j'avais écrit. Je suis allée dans ma chambre et j'ai mis plusieurs couches de vêtements, car je savais que ce que j'avais écrit dans ce cahier pourrait causer ma perte. Je n'avais aucune idée de sa réaction. Si elle n'avait trouvé que le téléphone, j'aurais probablement reçu quelques gifles, mais le cahier, je ne savais pas à quoi m'attendre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Cela s'est passé juste après mon anniversaire, le 4 juin. Le lendemain, ma mère est partie travailler et m'a dit « Quand je rentrerai, tu vas voir ». Elle est partie et la journée s'est écoulée. Elle ne m'a pas appelée et je suis restée tout le temps dans ma chambre. Un matin, elle m'a demandé de l'accompagner à son travail. Elle avait l'habitude de m'emmener travailler avec elle, que ce soit pour le ménage ou dans le salon, donc j'étais habituée. Je ne voulais pas y aller, mais j'ai mis mes vêtements et je l'ai suivie. Une fois sur place, j'ai compris que si je ne faisais rien de moi-même ce jour-là, je ne pourrais pas supporter ce qu'elle pourrait me faire ensuite. Dans la voiture, sur le chemin du travail, elle m'a menacée et insultée, disant des choses horribles comme « Tu ne sers à rien, tu vas voir ce que je vais te faire ce soir. Tu te souviens de ce que j'ai fait quand tu étais petite ? Le piment, ça va recommencer ce soir. » Je pensais pouvoir supporter les coups, mais lorsqu'elle a mentionné ce qu'elle m'avait fait étant enfant, c'était trop pour moi. Je ne pouvais pas supporter l'idée de revivre cela. J'avais 16 ans et je savais que je ne pourrais pas traverser cela à nouveau. Nous sommes arrivés à son travail et, à un moment donné, je suis restée avec la réceptionniste. C'est alors que j'ai essayé de me souvenir de l'adresse e-mail de l'entreprise de mon père, avec qui je n'avais plus de contact depuis des années. J'ai fini par trouver l'adresse et j'ai envoyé un message. « Papa, si tu ne réponds pas avant telle heure, je vais disparaître. Peu importe où, mais je partirai, car je ne supporte plus ce que maman me fait. » Il ne répondait pas. J'ai copié et collé le message, je l'ai renvoyé encore et encore, plus de 100 fois. Rien. J'étais désespérée. Il ne restait que 5 minutes avant l'heure que j'avais fixée pour partir. Je continuais à envoyer les messages, mais il ne répondait pas. Et là, enfin, j'ai reçu une notification. C'était une réponse de mon père. « Ma fille, tu ne peux pas faire ça comme ça. Il y a la loi et tout ça. Sois patiente, les choses vont s'arranger. On va tout faire dans les règles. » J'ai répondu « Papa, ça fait des années que ça dure. Je n'en peux plus. C'est fini. Soit tu viens me chercher, soit je viens à toi, mais je ne peux plus rester ici. Il faut que je parte. » Alors, il m'a donné son numéro, que j'ai caché dans ma chaussure. Après avoir reçu son numéro, j'ai attendu que ma mère s'éloigne dans un coin où elle ne pouvait pas me voir. Quand j'en ai eu l'opportunité, j'ai couru. Nous étions à son travail et j'ai couru. Je suis passée devant un agent de sécurité et j'ai essayé d'agir normalement parce que s'il remarquait quelque chose, il m'aurait ramené à ma mère. Je suis restée calme, je lui ai parlé comme si tout allait bien et dès qu'il a tourné le dos, j'ai recommencé à courir. Au lieu de prendre le métro, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais beaucoup, car fuir de chez moi, ce n'est pas quelque chose de normal dans ma famille. Je ne l'avais jamais fait auparavant, jamais quitté la maison comme ça. En larmes, un homme m'a demandé si ça allait. J'ai répondu que oui, mais je lui ai demandé si je pouvais utiliser son téléphone pour appeler mon père. Il me l'a prêté et j'ai appelé mon père. Il voulait venir me chercher, mais je lui ai dit que je pouvais venir seule, qu'il devait sûrement travailler et que je trouverais un moyen de le rejoindre. Heureusement que je l'ai appelé car, même si je savais où il habitait, je n'avais jamais eu le courage d'y aller. Ma mère trouvait toujours un moyen de me retenir. De plus, mon père avait déménagé avec ma belle-mère, donc c'était une chance que je l'aie contacté. J'ai réussi à faire le trajet jusqu'à lui et il est venu me chercher. Enfin, j'étais avec lui et ma belle-mère. C'était le 6 juin.
Mon père m'a dit que nous devrions régler les choses dans les règles, que nous devions aller au commissariat car j'avais fugué, et que ma mère lui avait retiré l'autorité parentale. Nous devions clarifier la situation. Nous y sommes allés et j'ai expliqué ma situation. Au début, personne ne semblait comprendre ou vouloir écouter. Il disait que, puisque ma mère avait l'autorité parentale, c'était elle qui décidait. Mais mon père et moi avons expliqué que j'avais subi des mauvais traitements physiques et psychologiques pendant des années. Après beaucoup d'insistance, ils ont finalement accepté d'enregistrer ma plainte et ont permis que je reste avec mon père jusqu'au jugement. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec mon père et ma belle-mère. Il est important de dire que, avant de fuir, quand j'étais sur l'ordinateur pour envoyer des messages à mon père pour qu'il vienne me chercher, je me suis connectée à mon identifiant Apple pour effacer tout ce qui était sur mon téléphone. Mais, comme je suis partie précipitamment, je n'ai eu le temps que de supprimer le mot de passe. Ma mère a fini par accéder à mon téléphone et j'y avais pris des photos juste pour moi. Quand je suis partie de la maison, ma mère, au lieu de gérer la situation de manière appropriée, a décidé de tenter de me détruire. Elle a envoyé ces photos à des membres de notre famille, disant que j'étais une fille rebelle et perdue, comme on dit dans notre culture, insinuant que j'aimais la fornication et des choses de ce genre. Elle utilisait cela comme justification pour les rares agressions qu'elle admettait m'avoir infligées. En d'autres termes, elle niait complètement toutes les années de mauvais traitements. Ma mère a également envoyé ces photos à des inconnus et est même allée jusqu'à donner les coordonnées de mon père, y compris son numéro de téléphone, pour que les gens l'appellent et disent qu'il avait manipulé mon esprit, et ainsi de suite. Cela m'a vraiment détruite, cela m'a profondément blessée. C'était dévastateur de réaliser que ma propre mère envoyait mes photos, des photos que je n'avais jamais envoyées à qui que ce soit et que je gardais pour moi, car à cette époque, je me sentais non aimée. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais belle. Alors, j'ai pris ces photos juste pour moi, sans intention de les partager. Et ma mère a utilisé cela contre moi. Nous avons porté l'affaire devant le juge et les avocats, et tout le monde croyait à l'image que ma mère avait créée de moi. Mais ce n'était rien de tout cela. J'étais détruite. Personne ne me croyait. Je sentais le doute dans les yeux des gens quand ils me parlaient. Les membres de ma famille m'envoyèrent des messages disant « Ah, tu es une mauvaise personne, tu n'as pas supporté les corrections de ta mère, alors qu'elle faisait ça pour ton bien. » J'ai dû supporter tout cela. En raison de ma maladie, j'avais des rendez-vous à Paris, à l'hôpital Robert Debré. Pour cela, ma mère devait être présente, car elle avait mes papiers d'identité, ma carte de santé et d'autres documents. Et à chaque rendez-vous, qui avait lieu plus de 2 fois par mois, elle insultait mon père de toutes les manières possibles et m'insultait également de tous les noms imaginables. Jusqu'à ce qu'un jour, ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Je n'avais jamais vraiment répondu à ma mère avec sincérité, mais ce jour-là, je lui ai dit toutes mes vérités. Elle est restée sans voix, et mon père a ressenti que je disais la vérité. Ma mère n'a pas pu répondre. Ce jour-là, je me suis sentie un peu plus en paix. Par la suite, j'ai perdu contact avec ma mère, car je n'avais plus besoin d'aller à mes rendez-vous à Paris. J'ai alors fait tout le nécessaire pour que mes suivis médicaux soient réalisés là où je vivais, avec mon frère. Ma mère, jusqu'à aujourd'hui, refuse de me donner mes papiers d'identité. J'ai failli ne pas pouvoir passer mon examen d'entrée à l'université, mais j'ai finalement réussi. Ainsi, je ne l'ai plus revue et je n'ai plus cherché à la contacter. Un jour, en rendant visite à mon père, j'ai rencontré une femme qui m'a donné un prospectus, une invitation à aller à l'église. J'en ai parlé à mon père, mais lui, respectant ma religion et le fait que j'étais musulmane, m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Alors, un jour, j'ai décidé d'aller à l'église. Quand je suis entrée, j'ai vu des gens à genoux, en pleurs, et au début, j'ai trouvé cela étrange. Mais à la fin du culte, je me suis retrouvée à pleurer moi aussi. Après ces larmes, j'ai ressenti une immense paix et un amour que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai continué à assister au culte, et plus j'y allais, mieux je me sentais. Chaque fois que j'y retournais, je me sentais plus légère, plus en paix. Ma vie allait très bien.
Je n'avais pas abandonné ma religion, mais j'avançais dans ma vie, là où je pensais auparavant que je n'étais capable de rien, que je n'avais aucune valeur. J'ai découvert que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous attendons les résultats de notre année car je viens de terminer ma première année à la faculté de droit. Je suis donc étudiante en droit. Si quelqu'un m'avait dit cela il y a quelques années, je n'aurais jamais cru que je réussirais à compléter une année en droit. J'ai vécu une expérience avec Jésus-Christ. J'ai été baptisée le 6 mai 2023. Et je suis heureuse d'être avec Jésus-Christ. Il me donne tout ce que je désire. Je prie et il me répond, il m'accorde ce que je demande. J'ai créé une association de danse dans ma ville et il m'a permis de réaliser cela. Je me bats tous les jours et il soutient mes combats. Ce que je demande se réalise. Je sais que j'ai de grands projets à accomplir, que j'ai de grands défis à relever, mais je sais aussi que Dieu est à mes côtés, que Jésus-Christ est à mes côtés. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir cette relation avec le Christ et, chaque jour, je m'efforce de témoigner, d'évangéliser, pour que d'autres puissent connaître cet amour. Parce que moi, je reçois ce que je désire. Je sais que les gens ont des besoins spécifiques et je sais que c'est à travers Jésus-Christ que ces besoins peuvent être comblés. Actuellement, je vis ma relation avec Dieu de manière pleine et entière. Récemment, j'ai envoyé un message à ma mère pour lui demander pardon. C'est Dieu qui m'a donné la force de le faire, et je l'ai fait. J'attendais sa réponse, mais elle a clairement nié les faits. La manipulation est toujours là, mais je sais que Dieu agira. J'ai foi en lui, et je crois qu'il peut bénir chacun d'entre vous, peu importe les épreuves que vous traversez. Je sais que Dieu est fidèle. Placez votre confiance en lui, et il accomplira de grandes choses dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Un témoignage puissant et inspirant. Cette histoire est une véritable preuve du pouvoir transformateur de Dieu, capable de changer même les situations les plus difficiles et d'apporter la lumière là où il y avait autrefois des ténèbres. Et maintenant, je vous pose la question. Qu'avez-vous fait pour permettre à Dieu de transformer votre vie ? Vous êtes-vous déjà permis de lui confier vos douleurs et vos défis, comme Charlène l'a fait ? Réfléchissez. Quelles sont les parties de votre vie que vous devez remettre entre les mains de Dieu aujourd'hui ? N'est-il pas temps de faire un pas de foi et de faire confiance à son plan pour votre vie ? Ne tardez pas, le changement commence par une décision. Laissez Dieu agir dans votre vie comme il a agi dans celle de Charlène. Commencez dès aujourd'hui, dès maintenant, à chercher cette transformation. Et pour continuer à apprendre comment Dieu peut agir dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et découvrir le plan que Dieu a pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre cheminement spirituel. Alors que ma mère me nourrissait, quelque chose de terrible s'est produit. Mon corps s'est tordu, mes yeux se sont révulsés et je suis tombé au sol, paralysé et froid, semblant mort. Les guérisseurs de la région, après avoir examiné mon corps, ont déclaré que j'étais mort. Une de mes tantes se sentit guidée à vérifier mon cœur et remarqua un léger battement. Immédiatement, elle en informa ma mère qui, pleine d'espoir, commença à rassembler de l'argent pour me conduire chez les meilleurs médecins de l'État de San Luis Potosí. Mais après 7 ans, mon corps était complètement déshydraté, mes jambes déformées, sèches et tordues. Je me souviens que lorsque les hôpitaux et les médecins ont commencé à nous fermer leurs portes, disant à ma mère que la médecine ne pouvait rien faire, que ma maladie était incurable, qu'elle avait détruit mes nerfs et mes muscles, et que mon corps était mort. La médecine ne pouvait plus rien pour moi, je mourrais bientôt. Toute cette journée, ma mère continua à supplier pour le miracle, et quand la nuit arriva, elle demandait toujours. Le matin suivant, ses yeux étaient gonflés et sa gorge enrouée d'avoir tant supplié, mais le miracle n'est pas arrivé. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que tu es paralysé. Pendant ces 10 ans, j'ai beaucoup souffert, mon fils.
J'ai beaucoup souffert avec toi, mon fils, et je ne peux plus supporter de voir l'état dans lequel tu es. Je préférerais que tu meures. Je sais que ça va faire mal de savoir que tu vas mourir, mais une fois que tu seras mort, mes yeux ne verront plus et je ne souffrirai plus. Avec le temps, tout s'efface, mon fils. Je vis un abîme profond s'ouvrir, une obscurité se déplacer, et je commençais à descendre. Je savais que j'étais mort, mais je ne savais pas où j'allais. Je voulais crier à mon père, mais je ne pouvais pas. Soudainement, je vis une lumière pénétrant cette obscurité, une lumière qui couvrait mon corps, et je fus enlevé par elle. Je me retrouvais devant un trône blanc, immense, et une voix retentissante comme un tonnerre secoua l'endroit, disant « Je suis Jésus de Nazareth, l'élu. Bien que tu ne me connaisses pas, je te connais, car j'ai posé mes yeux sur toi. Satan savait que je t'avais choisi, c'est pourquoi il t'a détruit, mais j'ai vaincu Satan sur la croix du calvaire. Je te donne la vie, car celui que j'ai dans mes mains, je lui donne la vie. » Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.